Au commencement de ce qui est apparu comme le fait politique de l'année 2019, fait ayant mobilisé l'ensemble des forces vives du Cameroun, il y avait des actes de violence et de terrorisme dans le pays, en particulier dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des actes qui ont considérablement détérioré le climat social. Quand il y a eu la situation en 2016, les revendications des avocats, la grève des avocats, la grève des enseignants, le chef de l'État a tout de suite réagi en demandant que j'aille à Bamenda. Et à Bamenda, j'ai passé 2 jours. Parce qu'en fait, les revendications touchaient à des sujets extrêmement importants, des sujets qui pouvaient nous amener à trouver des solutions aux problèmes qui nous gênent constamment. Donc, nous avons créé par la suite 2 comités ad hoc. Et je dois dire que les discussions se sont passées dans de très bonnes conditions. Parce que même quand j'étais à Bamenda et par la suite, ils négociaient, ils mangeaient ensemble et ils rigolaient. Donc l'atmosphère était bonne. Et toutes les conclusions qui ont été tirées et présentées au chef de l'État ont été entérinées par le chef de l'État. Je peux avouer que le chef de l'État avait pris une position forte. Il avait demandé que nous, on ne passe pas notre temps à ne regarder que les revendications des enseignants et des avocats. Il avait insisté que si, dans nos discussions, on trouvait qu'il y avait des choses qu'il fallait faire, même si ce n'était pas revendiqué par les enseignants et les avocats, il fallait absolument le faire. Je prends 2 exemples. Ce qui concerne les enseignements, l'école supérieure polytechnique de Bamenda a été créée à l'université de Bamenda. Ce n'était pas demandé par les enseignants. En ce qui concerne les avocats, une section common law a été créée à la Cour suprême. Les avocats n'avaient pas demandé cela. Donc voilà un signe qu'il y a eu beaucoup de bonne foi dans tout ce que nous avons fait. Le chef de l'État a tout entériné. La seule chose qu'on n'a pas pu gérer, et je crois qu'on ne peut pas gérer ça, c'est la sécession. Les indicateurs précis de l'état des relations entre les citoyens établissent un contexte social et sécuritaire difficile dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que dans d'autres régions, notamment dans l'extrême nord. En 2018, comme alternative, les autorités publiques créent la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Vous savez que notre commission est chargée de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans l'optique de maintenir la paix, consolider l'unité nationale et de renforcer la volonté du peuple camerounais pour le vivre ensemble. Donc vous voyez que cette mission-là demande à ce que la commission soit intéressée dans la vie nationale. Et la recherche de la paix continue. Nous avons continué à travailler, surtout dans les domaines aussi de discours de la haine, qui connaît un essor remarquable dans notre pays. Nous avons mené une campagne contre les discours haineux. Nous sommes tous Camerounais. Il n'est pas question de stigmatiser nos frères et sœurs. En matière de l'unité nationale et de la cohésion sociale, nous avons travaillé dur pour avoir une loi sur la promotion des langues officielles, des 2 langues officielles. Nous avons tenu un colloque sur les
multiculturalisme camerounais à la croisée des chemins. Et nous avons invité des universitaires et autres experts en la matière qui, lors des discussions et des débats, nous ont permis de sortir avec des recommandations. Malgré tout ce qui est fait dans divers cercles de réflexion, la situation s'envenime. La paix est compromise. Clé de voûte du système politique camerounais, le chef de l'État, garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, se résout, au soir du 10 septembre 2019, à convoquer des assises à l'échelle nationale. Une offre de paix pour détendre davantage l'atmosphère. Je voudrais solennellement réitérer en ce jour cette offre. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. Leurs camarades qui s'y trouvent déjà peuvent en témoigner. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. J'ai la ferme conviction à cet égard que le moment est venu de mobiliser toutes les forces positives et constructives de notre pays, à l'intérieur comme dans la diaspora, pour que ces désirs deviennent une réalité. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces deux régions. Matériellement, la parole du président de la République est traduite dans les faits par la tenue des consultations préalables au dialogue, en vue de déterminer non seulement le cadre le plus approprié, mais aussi de solliciter les contributions et les opinions d'un large éventail de Camerounais. Un grand nombre de délégations composées d'avocats, d'enseignants, d'acteurs de la société civile, de leaders politiques, d'autorités religieuses, des responsables des syndicats défilent dans les services du Premier ministre. Le champ d'action est bien circonscrit. Les problèmes sont des problèmes, à mon avis, qui sont d'ordre économique, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, comme à l'extrême nord. Ces problèmes sont d'ordre économique. Il va falloir rapidement mettre en place des programmes économiques. Quant à l'emploi des jeunes, c'est la mise en place immédiatement de la mise en valeur des terres agricoles qui va non seulement booster l'économie, créer la croissance et sortir du système virtuel, parce que la croissance, il faut rester dans le système économique réel. La production créant la croissance, la production créant les emplois. Le Cameroun en lui-même a suffisamment de terres, des hommes pour pouvoir créer sa croissance économique. Nous voyons ce qui se passe dans les communes aujourd'hui. Il faut absolument que les handicaps soient levés. Et pour que la région qui s'installe, dont l'élection est attendue, soit porteuse d'espoir pour le développement de chacune de nos régions. Que le gouvernement mette l'État unitaire décentralisé complètement en place. C'est la seule chose qu'on demande.
Le problème revient à la régionalisation. Le grand dialogue national en lui-même s'ouvre par une cérémonie très colorée au Palais des Congrès de Yaoundé le 30 septembre 2019. Tout ce que le Cameroun compte comme élite se retrouve ici pour des agapes intellectuelles sur des crises multiformes et singulièrement la situation conflictuelle persistante dans le nord-ouest et le sud-ouest. Notre intelligence commune et notre responsabilité individuelle doivent nous amener à défendre la paix, en tout temps et en tout lieu, quel qu'en soit le prix, et à rejeter l'horreur de la guerre, de ces massacres et de ces atrocités qui pénalisent sur tous les plans les individus et la collectivité. L'idéal de paix, premier élément de notre devise, que le chef d'État s'attelle inlassablement à promouvoir et à consolider, doit être la quête absolue de cet important rendez-vous national. As we officially begin this major national dialogue, une curiosité tout de même dans la grande salle du Palais des Congrès. Les ex-combattants, de jeunes filles et garçons, prennent part aux travaux. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'amour pour les enfants. Il n'y a que l'amour pour les enfants. Il n'y a que l'amour pour nos parents, l'amour pour son pays et l'amour pour le futur. J'ai vu qu'il n'y a aucun futur dans la guerre. Il n'y a aucun futur dans la guerre. La guerre n'apporte que les larmes. La guerre ne fait que perdre beaucoup de nos frères. J'ai vécu les moments qui font couler les larmes. J'ai vécu les moments qui pouvaient me faire même me suicider. J'ai dit que beaucoup des ambazoniens, ce qu'il faut, c'est la paix. Parce que le président Paul Biya, pour moi, c'est un père, pour moi aussi. Je l'aime d'abord comme un père et je l'aime comme quelqu'un qui a aimé la paix. Je souhaite que le pays m'offre une chance à calmer le reste qui a encore un cœur qui brûle. Je veux être Joseph en Égypte, au temps de Pharaon. Le jeune qui a parlé le jour d'ouverture de ce dialogue, Kawa Kawa, il vient de chez moi. Ce jeune-là, il a terrorisé la population de Manfé pour 2 ans. Je le connais personnellement. Mais pour dire que Kawa Kawa a déposé les armes et sorti de la forêt, c'est pour dire que c'est possible. De ce moment, c'est possible. Donc je suis content, n'est-ce pas, pour donner ce témoignage, parce que ça, ce n'est pas que... Je connaissais son nom depuis, mais la face, je ne connaissais pas. Et que Kawa Kawa a déposé les armes, et maintenant il est parmi nous pour dialoguer, c'est quelque chose, c'est un bon témoignage. Ces enfants qui reviennent, qui se repentissent, qui ont décidé de retourner à la vie normale, nous les accueillons à bras ouverts. Et nous sommes très contents de leur décision parce que ça va permettre une reprise de la vie normale pour eux-mêmes et pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que vous savez très bien que c'est à cause de ces enfants que la vie tourne au ralenti dans ces régions, que nous avons perdu beaucoup de vies. Et je souhaite que, au-delà de ceux-là qui sont déjà et que nous félicitons, qu'il y ait encore d'autres, beaucoup d'autres qui reviennent à la raison pour retrouver leur famille, leurs frères et sœurs, pour retrouver le chemin de l'école, pour retrouver la vie normale de famille. Vraiment c'est touchant. Nous avons suivi les ex-ambazoniens s'exprimer. On a été touchés. Donc je prie tous les autres ambazoniens qui sont encore en brousse de suivre l'exemple de ceux qui sont sortis de la brousse. Vraiment, il faudrait la paix. Ça nous responsabilise davantage, nous les chefs traditionnels, pour savoir que nous devons nous mettre au travail. Nous avons quelque peu tous fauté dans cette histoire, nous avons tous
chacun d'entre nous une part de responsabilité dans ce qui se passe et c'est pour ça que nos enfants qui n'ont pas eu de guide se sont permis de faire n'importe quoi. Il est donc question pour nous tous de nous ressaisir et de prendre le bâton de commandement, nous les chefs traditionnels, parce qu'il faut dire une chose, tous nous avons des villages et nous avons à la tête de tous les villages un chef. Nous devons prendre nos responsabilités, nous devons les assumer, nous devons être sérieux, nous devons être honnêtes, nous devons être sincères, nous devons savoir nous pardonner les uns les autres. Il est temps que l'on retrouve la paix. Sans la paix, nous n'irons jamais à l'émergence. Je pense que le jeune combattant a tout dit ou presque, mais il faudrait que dès à présent que nous arrivons à mettre nos différences de côté, que nous acceptions les différences des uns et des autres, que spécifiquement tous ceux qui viennent ici chargés d'ego et d'autres sentiments les gardent dans leur voiture pour qu'on se parle les yeux dans les yeux. À l'observation, sans entamer le fond des débats. L'esprit de suspicion rôde tout autour des salles de commission constituées. Et tout le monde a parlé en toute franchise, tout le monde qui a pris la parole a parlé en toute franchise et tout le monde disait ce qui était dans son cœur. C'est l'impression qu'il y a eu, mais il semble qu'il y a des autres qui n'étaient pas contents, même moi. Mon impression est très positive. J'ai cité le cas, moi-même quand j'ai pris la parole, j'ai cité le cas d'une vieille maman qui a dit pour régler le problème, il faut que l'armée quitte les lieux et que les boys rendent, n'est-ce pas, leurs armes parce qu'ils ont les armes illégalement. Au Cameroun, pour avoir des armes à feu, il faut la permission de l'État. Mais toute l'armée doit avoir des armes, prêts à défendre, n'est-ce pas, les pays au cas que l'ennemi vient de l'extérieur. Ce qui a été dit est vraiment très important sur la décentralisation qui doit être la plus poussée possible parce que les populations ont besoin d'une large autonomie. Sur la reconstruction, parce que les populations déplacées, il faut des maisons pour qu'elles rentrent. Donc il faut construire des maisons, pour que, surtout pour les plus démunis, pour qu'elles puissent rentrer dans leur fief. Sur l'aspect identité culturelle. Alors, si je peux me permettre un mot, nous fonctionnons encore sur la base de anglophones et francophones, mais je crois qu'on doit aller de l'avant. On doit voir un Cameroun bilingue, où il n'y a ni anglophone ni francophone. Et je pense que le système éducatif est en train d'aller vers cela pour nos enfants qui passent d'une langue à une autre allègrement. Vraiment, j'ai des inquiétudes par rapport à la manière dont les travaux ont commencé. Et j'ai le sentiment que jusqu'à là, c'est un monologue. Parce que toutes les commissions ont été déjà créées avec des membres désignés. Ce n'est pas dans un processus comme celui-ci, il faut donner la possibilité aux membres de choisir leur commission. Et en commission, nous pouvons élire des bureaux, même à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est comme ça que ça se fait. Donc nous avons une tradition où les élus choisissent leur commission, dont les participants devraient choisir leur commission et élire leur bureau. Mais ce n'est pas le cas. Donc on nous dit que dans les commissions, les travaux vont se passer autrement. Nous sommes là, nous allons voir comment est-ce que les travaux vont se dérouler en commission. Mais déjà l'impression que nous avons, parce que je me suis concerté avec les autres membres de la diaspora, ce n'est pas une bonne impression déjà. Cela semble être un monologue. Et si tel est le cas, nous avons peur que les instructions du président de la République ne seront pas respectées. Vous savez, je ne suis pas un néophyte. J'ai assisté à plusieurs conférences, j'ai été président du MAEP, qui est un mécanisme qui fait la médiation. Et j'ai eu cette expérience. Et ce que je vois comme démarche, ici, là, je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et ça me désole parce que j'aime ce pays. Et là, et je l'espère que j'ai tort,
Il faut dire qu'il y a une question qui est revenue plusieurs fois et qui nous tient à cœur. Nous avons d'ailleurs soulevé cette question, c'est la question de la langue. Toutes les positions convergent vers l'adoption, n'est-ce pas, d'une langue nationale qui sera une des résolutions, n'est-ce pas, du problème que nous avons aujourd'hui. Parce que les gens se battent pour un legs colonial, c'est-à-dire que la langue française et anglaise, qui ne sont pas des langues camerounaises, mais qui doivent être, c'est-à-dire des avantages ou alors une opportunité d'usage, d'échange et même d'ouverture dans le monde. Mais nous devons donc aller vers une langue pour commencer déjà à créer une identité propre camerounaise. Par moments, le ton monte à la Commission de la décentralisation et du développement local. Ici, le statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest, ainsi que la forme de l'État, s'invitent à la discussion. Ce qui se passe, c'est que ceux qui président la commission ont fait un rapport qu'ils nous ont présenté à l'effet d'approbation. Et les fédéralistes ont essayé de provoquer une espèce de reprise des travaux à l'effet d'amener le rapport à retenir que la commission a préconisé le fédéralisme, ce qui n'est pas le cas, parce que la commission a dit qu'elle a retenu que le fédéralisme n'est pas une panacée. Et qu'on peut donc, dans le cadre de l'option du chef de l'État, la décentralisation, régler les questions spécifiques. D'ailleurs, les anglophones, comme un seul homme, ont accepté la proposition que je considère comme dangereuse et populiste de l'ancien ministre Akame Fumu, qui demande que dans le cadre de l'article 62 de la Constitution, qu'on crée un statut particulier pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le maire de Konsamba a dit attention au statut particulier, parce que chacun peut faire valoir un statut particulier. Et justement, on lit donc les différentes suggestions et on a refusé de retenir ce que j'ai demandé pour les populations du littoral, les autochtones du littoral, à la suite du professeur Oona Joseph, qui a dit que nous devons retenir ce qui est inscrit dans la Constitution. Et j'ai dit, la Constitution, dans son préambule, demande la préservation des droits des populations autochtones. Et j'ai demandé avec insistance, le député Nkomba d'Unkam a demandé, le maire de Yabassi a demandé que, attention, nous ne pouvons pas soigner une marginalisation en créant une autre marginalisation. Les populations du littoral, les autochtones du littoral, du fait de l'exode rural, du fait de l'opportunité économique, sont en train d'être minoritaires dans le littoral. Des partis politiques qui pratiquent la démocratie du Nord n'inscrivent plus les populations, les autochtones du littoral dans les listes. Au point que nous demandons, dans le cadre de la protection donc, des populations autochtones du littoral, dans le cadre de l'application de l'article 163 et 182 du Code électoral, qui demande que les listes de candidats reflètent la composition sociologique des circonscriptions, qu'on exige 80% des autochtones dans les listes de candidats et 20% des fils et des filles venus des autres contrées, pour que à la fois les autochtones s'occupent des affaires de leur contrée et qu'ils soient accompagnés en cela par les frères venus des autres régions pour faire l'intégration. Nous voulons dire qu'à l'extrême nord, il y a des morts. Il y a les enfants qui sont assis à mêler le sol. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller dans leurs plantations. Voilà les problèmes. Et quand ceux-là, si par hasard, ils en ont un ras-le-bol, comment vous allez les calmer? Est-ce que vous allez encore tenir notre forum pour qu'on puisse régler les problèmes? Si ceux qui viennent de Ngaoundéré, de Garoua, de Maroua disent que bon, eux aussi ils veulent les statuts, on les donne. C'est le développement de la démocratie.
On ne peut pas discuter que parce que le chef de l'État a dit que c'est seulement pour le nord-ouest et le sud-ouest, le statut va se limiter. Non, ça peut être une manière d'expérimenter un nouveau type de gouvernance. Si ça marche pour le nord-ouest et le sud-ouest, on applique ça ailleurs. Tout ce qui est fait de façon consensuelle dans le cadre de la Constitution de la République du Cameroun est de mon point de vue bon, dans la mesure où cela permet de faire en sorte que les griefs que les uns et les autres ont énumérés puissent être résolus. Si pour trouver une alternative au fédéralisme ou à d'autres sollicitations, l'on peut, dans le cadre des articles 61 et 62, trouver les voies et moyens de faire en sorte que le nord-ouest et le sud-ouest restent dans le giron du Cameroun, comme la plupart d'ailleurs des participants l'ont dit et exprimé, eh bien alors que cela se fasse, mais de façon consensuelle, de façon comprise par tous les autres Camerounais, que cela ne suscite pas par la suite évidemment d'autres velléités qui n'auront probablement pas de raison d'être. Je crois que le président veut que les gens disent dans cette rencontre ce qui vient de leur cœur. Qu'ils soient d'accord avec ces autres choses. Mais ce n'est pas à nous de choisir, c'est à lui, à qui les Camerounais ont donné le pouvoir, parce qu'il a été élu par les Camerounais, à décider ce qui est bien pour son peuple. Parce que devant Dieu, il parle en tant que pasteur, il va rendre compte. Surmontant les écueils, la commission de la décentralisation finit par dévoiler l'essentiel de ses contributions, assez structurées autour du débat central. Les débats au sein de notre commission ont été libres et très animés. Entre autres recommandations, la commission propose que les régions soient mises en place dans les meilleurs délais possibles. Nous avons quand même fait le bilan de la mise en œuvre de cette décentralisation. Aujourd'hui, elle n'a pas atteint pleinement ses objectifs, simplement parce qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui n'ont pas été mises en œuvre, de la Constitution et de la loi sur la décentralisation. Et d'ailleurs, nous avons convenu qu'il faudra revoir la loi sur la décentralisation de manière à permettre que la décentralisation réponde effectivement aux aspirations légitimes de nos populations et pas seulement celles du nord-ouest et du sud-ouest, parce que c'est des aspirations qu'on enregistre partout, les aspirations de nos populations à gérer eux-mêmes, à être impliqués dans la gestion de leurs affaires locales. Et que les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, dans ce cadre-là, qu'il soit possible de leur accorder un régime spécial, un statut spécial, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution. Le statut spécial, tout comme ces débats sur le fédéralisme et la décentralisation et la confédération, c'est une question de contenu. On peut donner un contenu substantiel à ce statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest en fonction de leur trajectoire historique, en fonction de leurs habitudes de gestion, en fonction de leur culture de gestion, de leur culture de redevabilité, de la gestion de proximité. Et tout cela peut être repris dans ce statut spécial pour en constituer le contenu. Il faut revenir à la Constitution. La Constitution définit bien ce que c'est que la décentralisation. C'est quoi? Première chose, c'est l'autonomie financière et administrative des collectivités publiques. Deuxième chose, c'est la direction administrative, l'auto-administration par des conseils démocratiquement élus. Troisième chose, c'est la promotion du développement social, économique, culturel, sanitaire. À partir du moment où on a défini cela, le problème est de savoir comment on peut le faire, comment les collectivités peuvent le faire, que ce soit au niveau de la commune, que ce soit au niveau de la région. Il faut poser les problèmes ainsi. Il faut dire qu'on peut faire cela partout. On peut le faire dans un État fédéral, encore qu'il faudrait discuter
de la viabilité du fédéralisme. On peut le faire dans un État qui est confédéral, c'est déjà une autre question. Il y a presque plus d'États confédéraux, mais on peut le faire dans le cadre d'un État unitaire décentralisé. C'est ce que dit notre Constitution. Et je dois dire qu'on ne l'a pas pensé au départ, on ne l'a peut-être pas vu, mais étant un des auteurs de la Constitution, la solution était même déjà dans la Constitution. Parce qu'il y a un article de la Constitution qui dit qu'on peut avoir un régime général des régions, mais on peut aussi avoir des régions où on adapte le régime général aux spécificités. Je pense d'ailleurs que cela n'engage que moi. C'est d'ailleurs le meilleur héritage britannique. Parce que la Grande-Bretagne est organisée comment? La Grande-Bretagne est organisée par des lois qui donnent directement un statut très spécifique à certaines régions, l'Irlande du Nord, le pays de Galles. C'est comme ça que la Grande-Bretagne est organisée, en fait. C'est d'ailleurs le meilleur héritage britannique. La Constitution offrait une solution, on peut s'en tenir et de dire à nos frères du Nord-Ouest, qui souffrent d'ailleurs des mêmes problèmes que les autres régions, de leur dire cela vous permet effectivement de résoudre votre spécificité. Et le grand problème, c'est que le pays doit rester un et indivisible. Sur le retour des réfugiés, la reconversion des ex-combattants et l'éducation, le recueil des recommandations est riche et varié. Globalement, on pourrait retenir deux aspects complémentaires. Le premier aspect était d'envisager les voies et moyens pour que l'enfant retourne à l'école immédiatement. Le deuxième aspect était de voir une sorte d'évaluation du système éducatif dans notre pays pour voir s'il faille modifier, changer ou alors garder en l'état. Sur le premier point, il a été unanimement reconnu que l'enfant ne peut pas être otage. La situation qui prévaut dans le nord-ouest, sud-ouest, l'école n'est pas en cause. Et sur ce point, on en appelle à ce que l'école reprenne dans les meilleurs délais. Pour que l'école reprenne, il faut que la paix revienne dans les deux zones. Pour que l'école reprenne, il faut que les enfants retrouvent les infrastructures qui ont été détruites, brûlées. Pour que l'école revienne, il faut que les enfants aient le sentiment que dans leur psychologie, après les traumatismes vécus, ils pourront commencer les enseignements et la formation attendue. Donc il est important que tous les parties prenantes, parents, enseignants, chefs traditionnels et toutes les communautés puissent apporter leur concours à ce que l'enfant retrouve cette sérénité. Sur le deuxième point, concernant le système éducatif de notre pays, l'accord unanime a été dégagé sur le fait que nous maintenions les deux sous-systèmes, anglo-saxons et francophones. Ces deux systèmes sont complémentaires parce qu'ils ont des objectifs communs. C'est performer notre système éducatif suivant la loi d'orientation de l'éducation. Cette loi pourra donc être revue dans le sens de maintenir, de densifier, de renforcer ces sous-systèmes qui sont complémentaires, qui font du Cameroun un État particulier dans le monde. Le Camerounais qui est formé dans ces sous-systèmes peut se retrouver aux États-Unis, en Angleterre ou en France, en Europe, et être à l'aise parce que le Cameroun offre au moins cette chance pour que ses citoyens puissent avoir cette ouverture universelle. Sur les universités du nord-ouest, sud-ouest, les textes chefs de l'État qui ont été pris ont parachevé leur aboutissement tel que cela a été revendiqué par les syndicats. Il reste simplement un point de droit qu'on a voulu clarifier, c'est de se dire que pour la revendication d'élection des dirigeants dans les universités, cette revendication d'élection ne repose sur aucun texte international pour dire que le Cameroun aurait ratifié une convention l'obligeant à faire en sorte que les dirigeants des universités anglo-saxonnes dans notre pays soient élus. Par contre, en vertu de la Constitution, son article 8, le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. En vertu d'une même disposition, le président de la République crée et organise des services publics. Il peut les créer ex nihilo. Il peut les créer donc proprio mutu ou alors selon la volonté de la loi. En les créant, ça devient un service public, comme vous savez que la loi 2017
sur le statut d'établissement public, c'est un service public. Cette loi donc précise également les modalités de nomination des personnes ayant à charge la conduite des affaires dans les services publics. Donc c'est le président de la République qui, en vertu de la Constitution et loi de la République, nomme les hauts responsables des universités, services publics par excellence de formation dans l'enseignement supérieur. Commission pour le retour des réfugiés et personnes déplacées. Moi, je suis très content que j'appartienne à cette commission parce que la guerre, je peux dire, cette guerre a commencé à Manfé. Et depuis, j'ai déjà fait 7 voyages au Nigeria pour visiter les réfugiés. Et donc, ce qu'on a discuté dans notre commission, c'est pour voir comment faire rentrer tous nos frères et sœurs qui se trouvent ailleurs ou bien ceux qui sont déplacés au Cameroun. Notre recommandation était de faire en sorte que les centres de réhabilitation mentale et les centres de préparation à la réinsertion socio-économique soient distincts. De telle sorte que le jeune homme qui rentre dans un centre de réhabilitation, en passant au centre de réinsertion, sente bien qu'il a évolué, il a obtenu le parchemin qui lui permet d'évoluer vers la vie civile. Évidemment, après cela, il y a un autre processus, celui qui va lui permettre de réintégrer sa communauté d'origine. Mais là aussi, il faut préparer cette communauté d'origine à l'accueillir, à l'accepter, parce que parfois, ces conflits ont généré de nouveaux types d'antagonisme dans les communautés d'origine, compte tenu du fait que les ex-combattants sont des personnes qui ont parfois commis des actes à l'encontre des ressortissants de leur propre communauté. Dans le fond, les avis sont partagés. Mais globalement, les invités au Grand Dialogue national affichent une certaine fierté, celle d'avoir fait œuvre utile. Je vois un Cameroun qui progresse, sûrement et doucement. Tout simplement parce que son Excellence le Président de la République a pris une décision fondamentale en ordonnant la libération de 330 détenus. Et cela veut dire que c'est le pardon. Il a pardonné. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de grandeur. C'est un dignitaire. Il faut pardonner, il faut oublier. Il faut seulement que les congressistes, tous les congressistes, bien tous les membres des commissions soient animés de même désir de pardonner pour que cela aille très bien. Le dialogue, c'est quoi? C'est qu'on peut se mettre autour de la table, parler de tout ce qu'il y a comme dossier, avoir un échange de vues, trouver des terrains d'entente, et puis on aura toujours des problèmes où on n'arrive pas à s'entendre. Et je crois que ce dialogue national a été magnifique. C'est pour cela qu'on a trouvé comme solution le statut spécial. Évidemment, le statut spécial deviendra plus pratique quand on aura en place les conseils régionaux. Mais la question de sécession n'a même pas été une question importante pendant le dialogue. La plupart des Camerounais venant de toutes les régions ont accepté que le statut spécial allait trouver une bonne solution, en fait, allait nous amener à une bonne solution. Et c'est pour cela que je crois que ça a été une réussite. Il peut y avoir des petits détails où on n'a pas trouvé une entente, mais nous ne sommes pas dans un monde parfait. Il y a eu beaucoup de suggestions qui ont été faites, beaucoup de recommandations qui ont été faites. Il aura le temps imparti de regarder ces recommandations et de voir comment il va mettre en œuvre ces recommandations. Vous savez, normalement, ce qui se passait c'est exceptionnel. Nous devons reconnaître cela. Normalement, c'est à l'Assemblée nationale et aux autres instances de la République qui devaient examiner tout ce que nous avons à faire dans le pays. Mais le président a passé outre les institutions républicaines qui doivent s'occuper de ces choses à cause de la nature même du problème.
Et donc, il a utilisé une voie exceptionnelle en convoquant ce dialogue. Il aura donc les résultats et c'est à lui de mettre ses recommandations, ce qu'il va retenir comme les plus prioritaires, tout de suite en action. Donc, c'est lui qui va déterminer la conduite. Un exemple, par exemple, nous avons parlé beaucoup de gens ont parlé de laisser ceux qui avaient commis des forfaits dans le nord-ouest et le sud-ouest. Eh bien, comme je recevais des gens, j'informais le président, voilà ce que le peuple dit. Et le président n'a pas attendu la fin du dialogue et il a relâché 333 personnes. Donc voilà un exemple d'actions que le président est en train de prendre. Donc il a une détermination à finir avec ce problème. Il voudrait que nous passions à autre chose. Et cette autre chose, c'est évidemment le développement de notre pays. Un an après le Grand Forum, des chantiers nouveaux se sont ouverts. Une indication de la volonté politique de faire avancer le processus de pacification du Cameroun. Le constat est clair. Depuis la tenue du grand dialogue national, beaucoup a été fait par le gouvernement. À titre d'exemple, la libération le 3 octobre 2019, sur ordre du président de la République, de 333 personnes détenues dans le cadre de la crise suscitée, ainsi que l'abandon des procédures judiciaires pendantes devant les tribunaux militaires contre ceux derniers. La création, puis l'opérationnalisation du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration pour organiser, superviser et gérer le DDR des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, désireux de répondre positivement à l'appel à la paix, laisser tomber leurs armes. La création, par décret numéro 2020-111 du 2 mars 2020, de l'École nationale d'administration locale, dont le siège est à Boya, et la nomination du directeur général et le PCA pionnier de cette institution. Le décret numéro 2019-3179-PM du 2 septembre 2019 accordant le statut des zones économiques sinistrées aux régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. La mise en place, sur instruction du chef de l'État, d'un fonds spécial de 2 milliards de francs CFA aux écoles privées laïques et confessionnelles des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour l'exercice en cours. Les consultations en cours entre les autorités administratives et les chefs traditionnels dans la perspective des élections régionales à venir. L'un des indices visibles et quantifiables, c'est le projet présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On en est encore à la phase initiale, la phase de relèvement qui précède les projets structurants, avec des investissements massifs qui vont meubler les phases 2 et 3. La reconstruction, le plan de reconstruction et de développement, tel que adopté par le Grand Dialogue National et recommandé à la très haute attention de M. le Président de la République, a été adopté pour couvrir une période de 10 ans, en 3 phases, et que pour le moment, les efforts du gouvernement sont concentrés pour la mise en œuvre de la première phase
que nous préférons appeler la phase du relèvement. Relèvement du niveau de vie des citoyens des deux régions, l'objectif étant la restitution de la dignité humaine qui a été fortement entachée par les effets, par les affres de la crise. Donc, la phase relèvement est fondamentale parce que c'est cette phase qui nous rassure de ce que l'environnement est propice pour accueillir les grands projets structurants qui sont envisagés dans la phase 2 et la phase 3. Revenant de manière précise sur la première phase qui constitue les relèvements des deux régions, cette phase a été évaluée à 90 milliards environ et le gouvernement s'est engagé à contribuer à hauteur de 10%. À ce jour, sur très haute instruction de M. le Président de la République, les 10% du Trésor public ont été décaissés et sont déjà dans le compte bancaire de notre partenaire d'implémentation qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Pour ce qui est de la mobilisation du reste, dans les 90%, nous n'avons pas de doute que pendant la période d'exécution de cette phase qui serait entre 2 et 3 ans, les partenaires vont nous permettre de pouvoir couvrir le gap qui est de 90%. Il faut dire que il y a quelques temps, le Cameroun a reçu un haut dignitaire, une autorité de l'administration française. Je parle du ministre des Affaires étrangères, M. Yves Le Drian, qui, lors de son passage au Cameroun, a pris l'engagement, au nom de son pays, pour contribuer à hauteur de 62 millions d'euros, donc 40 milliards de francs CFA. En ce moment, nous poursuivons les échanges avec le gouvernement français afin de nous entendre sur de comment arriver au décaissement de ces fonds. Il y a d'autres pays amis du Cameroun, donc le Japon, qui s'est déjà engagé pour une contribution initiale de 3 millions de dollars. Et en ce moment, il est question d'affiner les choses au niveau de leur administration à Tokyo pour que ces financements puissent nous atteindre. Beaucoup d'autres pays se sont signalés, tout comme d'autres organisations internationales, mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut relever. Quand un certain nombre de pays africains ont signalé leur grand intérêt à participer à ces financements. Malgré les avancées significatives, la grande inquiétude reste la reprise effective des classes dans le nord-ouest et le sud-ouest, de manière à assurer la formation de l'homme et de tout homme dans ces deux régions. L'éducation, c'est un droit. Et c'est d'autant plus regrettable que ces deux régions étaient connues pour l'excellence de l'éducation dans notre pays. Moi-même, je suis produit d'une école confessionnelle appelée Sassé College, St. Joseph's College Sassé, très connu, très fameux, avec des professeurs comme professeur Noumangu, etc., qui sont aussi sortis de cette école. Et qu'aujourd'hui, ces écoles ont chuté, ce n'est pas acceptable. Nous avions le Sacred Heart College, Our Lady of Lourdes College, Seka Baptist, Baptist High School, etc., etc. L'industrie de l'éducation marchait très bien parce que nos frères et sœurs
de ce côté de la République, beaucoup envoyaient leurs enfants dans cette école, dans ces écoles. Et l'industrie de l'éducation marchait très très bien. Aujourd'hui, c'est réduit presque à zéro. Alors, moi je demande aux jeunes frères et sœurs qui ont pris les armes contre la République de suivre l'appel du chef de l'État, président de la République, de laisser tomber les armes et aller dans les centres DDR pour les réhabilitations et pour apprendre un métier. Dans l'esprit et la lettre de l'initiative du président de la République visant à offrir une plateforme d'échange sur des questions d'intérêt commun, le dialogue se veut une construction permanente avec des résultats à long terme.